C'est parti pour une autre attaque pour entraîner AOSCP. On est sur la machine Oopsie de Hack the Box. Alors, pour cette machine, j'ai la target où je vais m'empresser de lui mettre un nom parce que moi, revenir des IP, ça va bien 2 secondes. Quand tu veux. Voilà. 10.10.10.28 et c'est oopsie.htb. Ce qui fait que je dois pouvoir pinguer oopsie.htb, ça fonctionne. Je me suis fait aussi un script shell qui reprend en fait l'attaque, enfin le scan que j'avais fait à la dernière attaque, où ça va juste m'indiquer les ports ouverts, enfin accessibles, et ensuite ça va scanner ces ports et me donner un peu plus d'informations. J'ai avec moi plusieurs fichiers. Donc j'ai un fichier logins, password et user. Alors je vais juste montrer le fichier logins, parce qu'en fait le fichier user contient la première colonne, le fichier password contient la deuxième colonne avec les mots de passe, et c'est juste que login, j'ai rajouté une colonne qui donne des informations sur où est-ce que j'ai récupéré le fichier, ou à quoi est-ce qu'il sert, le fichier, le login, à quoi est-ce qu'il sert, voilà, c'est juste ça. Donc on va lancer le script, et on va voir ce qu'il me dit. On peut donc voir que j'ai le port 22 et le port 80, enfin, oopsie, le serveur, a le port 22 et le port 80 ouverts et accessibles. Donc le 22 c'est un port SSH, et le port 80 c'est un port web. Donc il y a un service web, il y a un site qui est en... On va donc aller voir à quoi ressemble le site web. Alors, on va lancer Firefox. Voilà. Et on va aller sur la machine. Donc on va sur oopsie.htb. Ok, on arrive sur le site. Et donc, ça a l'air d'être un site vitrine pour l'ingénierie mobile, bon, enfin d'automobile. On n'a pas plus d'informations que ça, on n'a même pas de quoi se connecter, on n'a vraiment rien du tout. On va donc essayer de trouver des répertoires grâce à une attaque par dictionnaire. Pour ça, on va utiliser le programme GoBuster. Donc, GoBuster. On va lui dire de chercher les répertoires à l'adresse suivante. Et on va utiliser ce qu'on appelle un word list, c'est-à-dire un dictionnaire, et il va faire plein de tests depuis ce dictionnaire pour voir si oui ou non le répertoire existe. Ce fichier, enfin il existe plusieurs word lists, mais celui que j'utilise pour GoBuster se trouve dans user, share word list, et dans derb pour dire buster, enfin directory buster, et on va prendre le fichier common. On exécute, et on regarde ce qu'il nous donne. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Bah finalement pas grand chose. Un fichier htpassword, mais bon, inaccessible. Pareil pour le htaccess, css, font, server statut, theme, uploads, bon, pas grand chose. On va utiliser un autre programme qui se nomme Burp Suite. Peut-être qu'on aura plus de chance avec celui-là. Donc Burp Suite. On va, où c'est un projet temporaire, on prend les informations par défaut, voilà. Donc, on va connecter notre Firefox à Burp Suite par le proxy. On va dans Préférences, on va dans Proxy, dans les Settings, et on dit qu'on a un proxy manuel sur le localhost à l'adresse 8080. On dit OK. On retourne sur le site, et là je vais recharger la page. J'ai l'onglet proxy ici qui se met en surbrillance en orange. J'y vais, il me dit voilà ce que vous allez envoyer au site. Moi je fais forward pour dire oui vas-y forward. Voilà. Je retourne sur la target et là je vois que il m'a capturé des fichiers. Donc ça ce sont tous les fichiers qu'il a réussi à capturer. Et on voit qu'il y en a un qui est intéressant parce qu'il se trouve dans un répertoire login. On va donc y accéder. Donc c'est dans /cdn-cgi /login. On se connecte. Et évidemment, je suis obligé de forward. Voilà. Bon, j'arrête l'interception, ça sert plus à rien. On arrive donc sur une page de login. On se rappelle donc qu'on avait précédemment capturé
des logins avec des mots de passe. cd/temp htb. Voilà. Ils sont ici. Alors on va les essayer. Alors sur la machine archétype, on avait SQL SVC avec son mot de passe. Alors c'était le compte pour le SQL, donc ça m'étonnera qu'il puisse se connecter au site. Effectivement. Administrator avec son mot de passe. Ah, ça marche pas non plus. Ok, on va essayer autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un logiciel qui se nomme Hydra et qui permet de tester des combinaisons de user et de mots de passe en brute force, donc c'est une attaque, pour voir si ou non ça fonctionne. Donc on va prendre... alors je vais aller dans Oopsie. Juste pour vous montrer une démonstration, ça va pas fonctionner, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On va dire qu'on va prendre une liste de logins, ça c'est le L majuscule. Si je mettais L minuscule, c'était pour tester des logins que j'ai créés sur le terminal. Mais là on a une liste de logins qui est le fichier users. On a une liste de passwords qui est le fichier passwords. On va se connecter sur oopsie.htb. On va dire que c'est un formulaire en HTTP. Alors, avant de dire le type de formulaire, parce qu'il y a du post ou il y a du get, on va faire un spect élément, écrire n'importe quoi là-dedans. Voilà. On login. On va dans réseau. Voilà. Et on peut voir que sur le fichier index.php, je suis en méthode post. Donc, c'est du HTTP post. Et c'est un formulaire. Forme. On se connecte donc sur l'adresse, sur le fichier index.php qui se trouve sur cdn cgi login index.php, parce que c'est là qui a envoyé la requête. Oui. Et donc, si on regarde la requête dans network, si je clique sur index.php, dans param, on peut voir que le form data, donc le formulaire, c'est ce qu'on a ici, il y a deux variables. Il y a username et il y a password. Donc le username, c'est ce qui correspond au champ de texte ici, username. Et le password, c'est ce qui correspond au champ password ici. On va donc dire à Hydra, que le username va être égal à la variable user qu'il va récupérer de sa user list. Voilà. Et password. Donc ça c'est une requête post. Et que le password va être égal au pass. Donc ça c'est déduit par Hydra. Hein, le user et le pass, il va comprendre qu'il y a un champ qu'il va devoir remplacer. Et ensuite il faut mettre une autre information. Donc là il y a la page, le formulaire. Et une autre information, c'est en gros quand est-ce qu'on s'arrête. Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'on, à quel moment est-ce qu'on doit continuer, et donc à quel moment on doit s'arrêter. En fait, c'est une variable on continue tant que. Et en fait, on va continuer tant que il va recevoir une information. Donc là, en fait, il va regarder le code source HTML. Sauf qu'on voit que quand on se connecte, quand j'ai créé n'importe quoi en login et en mot de passe, j'ai pas une information qui me dit login failed ou credentials wrong ou un truc comme ça. J'ai pas une information qui me dit que ça marche pas, j'ai juste un rechargement de la page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une information dans la page, type login qui est ici. Voilà. Donc je vais dire, tant que tu reçois du login dans ta réponse, tu continues l'attaque. Ça pourrait ne pas fonctionner si jamais, une fois que je suis connecté, il y a écrit login quelque part. Mais en toute logique, une fois qu'on est logué, on est logué. Il n'y a pas besoin de continuer à afficher login. Donc, c'est une manière un peu hasardeuse, mais quand même avec un très bon taux de succès, de faire une attaque par dictionnaire. Donc je lance l'attaque, il me trouve 0 valid password, et on voit qu'il a fait 4 tries. Pourquoi 4 ? Parce qu'il a fait la combinaison des deux logins avec les deux mots de passe. Donc il a fait une fois le login SQL avec le mot de passe SQL et le mot de passe administrateur, ça fait 2 tentatives. Et une autre fois sur le compte administrateur, le mot de passe SQL et le mot de passe administrateur. Donc ça fait 2 plus 2, ça fait bien 4 tentatives.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser les mots de passe qu'on a trouvés, mais sur d'autres comptes. On va se dire, peut-être qu'il a créé un autre username administrateur, ou un autre compte qui utilise le même mot de passe. C'est-à-dire qu'il aurait été négligent, il ferait de la sauvegarde de mot de passe intercompte. C'est pas bien, mais il y en a qui le font. Donc on va tenter cette attaque sur cet angle-là. Pour ça, on va utiliser un fichier, un autre word list qui se nomme rockU, qui se trouve aussi dans Kali de base, dans user char, je crois que c'est word list rockU.txt. Je le copie ici, je le désarchive. Voilà. Et si on regarde, on peut voir qu'il y a 14 300 000 comptes. Enfin, pas comptes, mais mots-clés. Donc il y a 14 millions de lignes. Et donc en fait, il va faire, dans le pire des cas, 14 millions de tests. On rappelle donc la commande Hydra. On va retester les mêmes mots de passe, mais cette fois-ci, les logins, on va pas prendre notre fichier users. On va prendre rockU. rockU, donc il y a plein de mots-clés pour se connecter, admin, administrateur, sysadmin, enfin voilà, plein de genres de mots, ou aussi pour les mots de passe, hein, vraiment des mots de passe par défaut, hein, les fameux AZERTY, QWERTY. Et donc là, tout ce qu'on lui dit, c'est Hydra, tu me prends en login tout ce que j'ai dans rockU, tu me prends mot de passe ce que j'ai dans password, sur la machine Oopsie, c'est un formulaire HTTP en post, sur le fichier index.php, et tu me remplaces username et password, et tu continues tant que tu vois écrit login. Voilà. La commande, ce qu'on lui demande, c'est ça. Je lance la commande. Et je fais une petite sieste parce que ça peut prendre un petit moment. Hein. Allez, je reviens quand c'est terminé. Ça y est, il nous a trouvé une correspondance. C'est cool. On peut arrêter ça. Donc un login admin avec un mot de passe associé. Alors je vais vite m'empresser. C'est ça que je voulais. C'est pas grave. Je vais vite m'empresser de sauvegarder ça dans les fichiers correspondants. Donc, on a un admin qui va dans les users et on a ceci dans les passwords. Bon, après le fichier login, je le repeuplerai à la fin. On s'en fiche pour le moment. Je peux donc quitter ça. On a de quoi se connecter. On est content. Nous voilà donc connectés. Alors on va parcourir un peu le site. Alors il y a pas beaucoup de design. En haut on a des liens. Là on a account. On a un access ID de 34 322 avec un nom d'administrateur. Ok, donc ça c'est nous. Ok, branding c'est quoi? Rien de bien intéressant. Enfin, si on peut virer ça sur mon compte en banque, je dis pas non, mais sinon, rien de bien intéressant. Dans les clients, on a une adresse mail, on a un nom, alors pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour plus tard, c'est toujours des trucs à prendre. On a un répertoire uploads. Et, on n'a pas les droits. Faudrait donc essayer d'escalader en privilège et devenir super admin. Alors, comment qu'on peut faire ça? Si on retourne dans le account, on voit qu'on a de l'information ici. On va réintercepter avec Burp Suite, ce que nous donne, ce qu'on envoie à la page. Donc là, je recharge la page tout simplement. Et voici ce que j'envoie à la page. Donc, c'est une fonction, une méthode get, quand je recharge la page index.php, admin.php, pardon. Il y a un content, donc il y a une variable qui s'appelle account, une variable qui s'appelle content, et qui a une valeur de account, et une variable qui s'appelle id, qui a une valeur de 1, ok. Il y a des cookies de connexion, avec un user qui est égal à 34 322, c'est l'user qui est ici, d'accord, ça c'est intéressant, avec un rôle d'admin. Effectivement, on a le rôle d'admin. Ok. Ce qu'on va faire, on va forward ça. Donc ça c'était intéressant. On va donc faire une attaque sur les cookies. Donc je recharge la page. Et là dans action, je vais faire send to intruder. Voilà. Donc je vais dans intruder. Je vais dans position. Je garde le sniper. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est les 20h, il faut applaudir les étoiles. Je fais clear. Parce qu'il m'avait tout sélectionné. Moi, ce que je vais faire, ce que je vais utiliser sur l'attaque, c'est les identifiants qui sont ici. Le ID qui est égal à 1. Et
Je vais donc l'ajouter à ma target. Voilà. Je vais ensuite dans Payload. Là, dans Payload, ce que je vais faire, donc la payload, c'est la charge utile, hein, c'est l'explosif en gros. Je vais mettre ici des valeurs qui vont aller de 1 à, et on va dire 50, histoire de. On va tester 50 utilisateurs, on va voir ce qu'il en retourne. Donc pour ça, je vais faire une séquence qui va aller jusqu'à 50. Et je vais envoyer ça dans Xclip. Je vais dire que je vais, comme une sélection, dans le clipboard. Donc là, si je peste, si je colle ce que j'ai dans mon dans ma sélection, hop, parce que je voulais, bon, on a bien vu, voilà, j'ai 50 valeurs. Donc je vais dans GoBuster, je fais paste. C'est bien, c'est festif cette vidéo. Je fais paste. J'ai mes 50 valeurs. Je vais dans options. Et on remercie les aides-soignants évidemment. Je vais dans options. Je dis que je veux que leurs actions soient toujours prises en compte pendant l'attaque. Et je veux que les cookies soient process. On est donc prêt, je peux faire Start Attack. Bon, un petit message pour dire que j'utilise la version communauté, ça c'est pas bien grave. L'attaque commence. Alors, on va attendre qu'elle finisse, je vais mettre pause en attendant. Clap, 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 clap. Ok, l'attaque est terminée. Donc on a ici à droite les résultats. Et on va se dire, bon, est-ce qu'on va vraiment s'amuser à regarder 50 par 50, enfin 50 réponses une par une? La réponse est bien évidemment non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer la réponse. Donc, comment est-ce qu'on peut filtrer? Par le numéro de requête ou le numéro de payload, pas intéressant parce que ça va comme faire du 50 par 50. Le statut, je vois que du 200. Il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune redirection, il n'y a aucun timeout. Ah, par contre, length, là il y a des valeurs différentes. Donc on va trier par la taille de la réponse. On voit qu'il y a beaucoup de 3787. Et sur la fin, ça change. Donc étant donné que 3787, ça doit être très logiquement, pas 100% évidemment, mais très logiquement la même réponse, on va se mettre sur la dernière valeur de 3787. On va regarder à quoi elle correspond. Et ensuite on va faire les 7-8 dernières réponses. Et on va voir s'il y en a une qui nous intéresse. Pour ça, on va donc dans... Là, c'est la requête, là, on va dans Response. Donc, c'est ce que nous a répondu le site. On va sur le render, parce que là, on a un beau render en HTML, c'est cool. Alors, quand on a une réponse de 3787, on n'a rien, hein, c'est vraiment que du vide. Bon, on descend. 3811. Ah, il y a un mec qui s'appelle John, qui a un access ID de 80 032, d'accord. 8832, pardon. Ici, un mec s'appelle... Oh, c'est Raffle, ça s'appelle Raffle. Ok, pas intéressant. Ici, un mec s'appelle Peter. Ouais, pas intéressant. Admin, bah ça c'est nous. Bon. Ça c'est encore nous, donc avec le payload de 1. On avait ID égale 1, bah voilà, bah, c'est ce ID là. Il reste une dernière. Ah, le super admin. Qui a un access ID ici de 86 675. Donc on a un access ID de 34 322. Ce qu'on pouvait voir ici, là, le 34 322, on a le rôle d'admin. Si j'ai un access ID de 86 575, je vais juste le marquer, 86 575, je vais même faire mieux, je vais faire un nouvel onglet, je mets juste la valeur ici. Donc quand j'ai un access ID de 86 575, là je vais avoir les droits superadmin. Alors je vais pas être logué comme superadmin, je vais juste avoir les droits superadmin, hein, c'est différent. Bah d'ailleurs je vous montre. Là je suis en train de recharger la page. Là je suis en train de recharger la page en proxy. Si je fais ID égale 30, mais que je garde la valeur 34 322 ici, et forward, et là bah je suis connecté comme étant superadmin, mais je n'ai pas les droits superadmin. Attention, si je recharge la page et que ici je mets le user ID de superadmin,
je forward, je suis connecté comme admin, mais j'ai les droits super administrateur. On va donc aller dans Uploads. Alors là, je ne peux plus changer l'ID. Là, j'ai plus l'ID qui est demandé. En revanche, j'ai le user, je peux encore le changer. Et là, donc, si je remplace par l'ID de super admin, que je forward, là, j'ai accès à l'onglet Uploads. Et là, bah, fusil de Chekhov. On se rappelle que j'avais parlé de Deerbuster, et on avait trouvé quoi? Un répertoire Uploads. Ça veut sans doute dire que tout ce que je vais uploader sera dans ce répertoire Uploads. À croire que j'avais préparé. Alors, on va justement faire un test. Je vais faire echo. Ceci est un test. On l'appelle test.txt. Voilà. Et je vais uploader ce fichier. Test.txt. Je l'upload. Là, dans l'upload, bon, on peut voir le fichier, tiens d'ailleurs. Mais je remodifie pour avoir les droits super admin, hein, vu que c'est le super admin qui a le droit d'uploader. Je fais forward. Le fichier bien été uploadé. Alors, on va aller voir. On va donc aller sur oopsie.htb /uploads /test.txt. Oui, je forward. Et oui, ceci est un test. Les fichiers que j'upload arrivent bien dans le répertoire uploads. Ok, donc je peux envoyer du fichier sur le serveur. Et là, il y a une attaque très intéressante à faire, qui est ce qu'on appelle l'attaque de reverse shell. C'est-à-dire que je vais tenter de me connecter à un shell distant, un shell qui est sur le serveur, sauf qu'il n'y en a pas vraiment. Du coup, je vais uploader un shell. Ou plutôt, je vais uploader du code qui va me donner accès à un shell. Je vais donc utiliser un fichier qui est dans Kali, qui se nomme php reverse shell, qui est une page PHP qui, quand elle est exécutée et interceptée, me donne accès à un shell. Alors, je n'ai plus besoin de ça. Ça, j'ai encore en avoir besoin juste pour l'upload. Donc, allez, voilà, forward. Je vais donc aller chercher le fichier, qui est dans user share web shells, php reverse shell. Je le copie sous le nom de rshell.php pour aller plus vite. Voilà. Je vais le modifier. Pourquoi je vais le modifier? Parce que je dois mettre dans l'IP ici, l'IP qui va intercepter le shell, c'est-à-dire la mienne. Donc là, je vais mettre mon IP. Ça tombe bien, j'ai plus connaissance de mon IP. Mon IP, donc celle qui est utilisée par le VPN d'Openbox, d'Xbox, c'est celle-ci. 10.10.15.33. Donc 10.10.15.33. Ça veut dire c'est 2 puissance de 2 avec 1 moins 1 avant puis 1 plus 1 après. Facile à se souvenir. Et sur le port 1, 2, 3, 4. Ça faut pas oublier. On peut changer le port, mais je vais laisser tel quel, ça marche très bien. Voilà. Je vais donc aller chercher mon reverse shell. Avant ça, je vais préparer les fenêtres qui vont m'être utiles. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais aller curl, c'est-à-dire je vais aller récupérer mon fichier. Comme je vais récupérer, il y aura une sorte d'exécution. Ça va exécuter le PHP sur le site pour me renvoyer ensuite le format HTML dans curl. En même temps, voilà, donc j'écris la requête. /uploads /rshell.php. En même temps, je vais appeler netcat. Netcat, en gros, c'est une sorte, alors, je vais reprendre ce qui est écrit dans le manuel, c'est le couteau suisse des admins réseau, du sysadmin. Et ça sert ici en tout cas à faire de l'écoute sur le réseau. Donc on va écouter sur le réseau et on va intercepter ce qu'on va listen. Et du coup on va intercepter le shell. Donc je listen en verbose pour avoir du retour sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà, je suis en attente. Je upload le fichier. Donc là j'ai le fichier PHP qui s'affiche. Je change le user pour avoir les droits d'upload. Je forward. Et là, j'exécute curl. Hop, on voit que N4 a bien récupéré ce qu'il a écouté. Donc là, c'est bon, j'ai plus besoin de burp suite. Là, je peux l'arrêter. Bah, ça fait un peu plus de place. Et donc ici, bah, j'ai un shell. Voilà.
je suis donc connecté avec wdata. Alors quand je dis que j'ai un shell, j'ai plutôt un shell spawn par le fichier PHP. C'est pas très propre, on va essayer d'avoir un meilleur shell. Parce que là, si je fais echo shell, j'en ai pas. C'est le PHP qui m'a fourni un shell. On va essayer d'en avoir un meilleur. On va donc dire que mon shell c'est égal au bash. Bash. Et en fait, je vais appeler... En fait, je redéfinis la variable d'environnement shell pour dire que je veux un bash. Je vais appeler script. C'est un programme en gros qui enregistre tout ce qu'on écrit dans un shell et qui enregistre aussi la sortie. Alors, il est dit dans le manuel. En gros, c'est pour les étudiants en informatique qui ont besoin de prendre des notes de cours. Bah, ils peuvent retaper les commandes du prof et ensuite il y a un fichier script qui est créé. Et en relisant ce fichier script, en le relisant, il voit tout ce qui était tapé et tout ce qui était exécuté, tous les retours, etc. C'est assez utile. Donc là, je vais exécuter script en disant fournis-moi un bash, un shell qui s'appelle bash. Je vais mettre en quiet pour qu'il me donne pas d'informations. Et je vais tout rediriger dans /dev/nul. Comme ça, en plus, je ne laisse pas de traces sur le serveur. Bon, enfin, à part le fichier rshell.php qu'il faudrait supprimer à la limite. Mais en plus, voilà, je fais en sorte de ne pas laisser de traces. Donc en fait, je vais renvoyer tout dans /dev/null, hein, le trou noir de Linux, le truc qui absorbe tout. Sinon, ça va créer un fichier par défaut, ou alors faut donner un nom de fichier. Pour éviter ça, j'envoie tout dans le vide. J'exécute. Et là, c'est bon, j'ai un shell un peu plus qualidad. Hein. On va donc essayer de gagner un accès utilisateur. Parce que là, je suis connecté avec le compte wdata, c'est-à-dire le compte qui s'occupe du serveur web. Sans doute Apache. Alors, pour ça, on va aller se diriger vers là où se trouve le site. Donc d'ailleurs, où je me trouve. Bon, je suis à la racine. Dans cd /var /w html. Là-dedans, on a quoi? Là, on n'a pas grand-chose. Alors, on va aller dans la page de login, donc qui était ici et dans login. Et là, si je liste, alors il y a quoi? Il y a un fichier admin.php, donc c'est là où il y avait le tableau avec le user ID et tout. Il y a un fichier db.php, donc db sans doute database. Peut-être, ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas dedans un petit login de connexion. Et donc on peut voir que l'utilisateur Robert a le droit de se connecter avec ce mot de passe à la base de données garage en localhost. Alors, à voir si on pourrait pas se connecter avec. Donc on fait su Robert, on prend le mot de passe, on copie. Oh! Donc là je suis connecté à l'utilisateur, je suis Robert. Je vais juste faire un tout petit truc. Comme d'habitude. TMP, voilà. Hack the box. Et je vais juste enregistrer Robert dans les users et son mot de passe dans les passwords. Alors, son mot de passe, je crois que j'ai encore enregistré. Ouais, c'est ça. Voilà. Le fichier login, je le repeuplerai après tout seul après la vidéo. Ok. Alors maintenant qu'on est sur le compte utilisateur, on va donc faire un truc très important. On va sur le bureau, enfin sur le home de Robert, et on a un fichier user.txt. On peut donc le lister, et donc j'ai mon flag pour cette machine pour l'utilisateur. Box, ça. On le met dans user.txt. Ah oui, j'ai mis 4, c'est echo. Echo. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'a le droit de faire Robert. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques. On peut lister les commandes sudo auxquelles il a le droit. Il est où son mot de passe? Non, c'est pas ça le mot de passe. Le mot de passe... il était plus haut, il est plus haut, je le vois. Ouais. Le mot de passe, ouais, il est là.
Hop. Bon, Robert n'a pas le droit de sudo. Pauvre Robert. Ok. On va essayer de choses, on va essayer de voir s'il appartient pas à des groupes intéressants. Dès qu'il appartient à un groupe super admin, on va voir. Ou alors. Donc son user ID c'est 1000, c'est Robert. Son groupe ID c'est 1000, c'est Robert. Il appartient à des groupes. Bon, il appartient à son propre groupe, évidemment. Et au groupe Bug Tracker. Alors, on va voir. On va essayer de trouver les fichiers qui appartiennent au groupe Bug Tracker. Parce que là, ça veut dire qu'il a le droit de lire, ou d'écrire, ou d'exécuter des fichiers qui appartiennent au groupe Bug Tracker. C'est sous-entendu faire partir d'un groupe, c'est pour interagir avec des fichiers. On va donc faire find depuis la racine. Les types fichiers qui appartiennent au groupe Bug Tracker. Et juste pour m'éviter d'avoir le terminal qui se fasse spammer dans tous les sens, je redirige toutes les erreurs dans /dev/nul et on le laisse chercher. Il a trouvé. Alors, on va donc aller voir quel est ce fichier. User bin bug tracker. Donc, oui, non, ça c'est bon, on sait où il est. C'est file sur le fichier. Alors, ce fichier, alors intéressant, il a un set UID, j'expliquerai ce que c'est après. Et donc, c'est un exécutable pour Linux de type 64 bits, blablabla. Donc, c'est un programme qui a été fait en C ou en C++. Ou enfin, en tout cas, qui est compilé. Mais on voit qu'il a un set UID. Alors, si je fais ls-l, ls-l sur le fichier, je peux voir qu'ici, au lieu d'avoir les très connus RWX, là j'ai un S qui traîne. C'est le fameux bit de set UID. Donc il y a le set UID qui est activé. Ça veut dire que là, le S qui est ici, je vais gagner les droits qui correspondent à la lettre qui est censée être ici. Donc normalement c'est un X qui est ici, et c'est un X qui est dans le champ utilisateur. Donc là ça veut dire que l'utilisateur a les droits de lecture, d'écriture et d'exécution. Et bah là ce que ça sous-entend c'est que celui qui exécute ce programme Bug Tracker, en l'exécutant, va gagner les droits de route. Parce que c'est route, c'est l'utilisateur qui possède ce fichier. Bug Tracker, c'est le groupe qui possède ce fichier. Mais là, le S, il est dans le champ utilisateur, donc route. Donc si j'exécute Bug Tracker, je vais gagner les droits route. Bon, d'accord. On peut voir ce que fait le fichier. Enfin, le fichier, le programme. EV Bug Tracker, ça me demande un identifiant. Bon, je sais pas si je mets 1. Ça m'affiche de la donnée. Bon. On va essayer d'inspecter le programme un peu plus en profondeur. Pour ça, on peut utiliser la commande strings, qui va me donner les chaînes de caractères qui sont écrites en dur dans le programme. Donc si je fais strings sur Bug Tracker, il me donne plein d'informations. Alors je remonte tout en haut. Voilà, on était là. Donc, dans Bug Tracker, donc il y a, bon ça c'est les loaders, les chargeurs des bibliothèques pour le système pour le programme, ok. Le set UID, donc voilà, c'est comme ça qu'on gagne le droit de route. String copy, ça peut être intéressant parce que du coup on pourrait éventuellement faire une attaque de type buffer overflow parce que string copy est faillible à ce genre d'attaque. On continue. Je descends, blablabla, j'ai ipc. Là bas ça nous affiche le petit menu qu'on a eu. Et là il y a un cat. Alors route report, ça c'est un répertoire, ça se voit, ça termine par un slash. Donc sans doute qu'il appelle cat sur un nom de fichier qui est donné ici, qui est calculé selon pas des conditions sûrement. Mais en tout cas il appelle cat. En fait, plus précisément, on appelle le cat qui est donné dans la variable d'environnement pass. Alors je vais m'expliquer. Ici, mon programme cat, il est quelque part sur mon disque dur. Il est ici, dans user bin cat. En fait, plus exactement, j'ai une variable pass qui contient tous les répertoires dans lesquels chercher des exécutables. Donc il y a sbin, user local sbin, user local bin, blablabla. Donc mon programme cat, il le trouve à partir de user sbin qui est ici.
Mais si j'avais un programme cat qui était quelque part dans un répertoire avant, c'est pas user has been cat qui me donnerait. Ça serait par exemple user local bin cat. Parce qu'il est avant dans tout le champ de la variable cat. Et ce qui est bien avec path, avec la variable path, c'est qu'on peut la redéfinir. Donc ce que je vais faire, ici, je vais regarder où se trouve cat. Donc dans slash bin slash cat. Je vais afficher la variable d'environnement pass. Donc ça c'est le pass du serveur, pour Robert en tout cas. Bah, ce que je vais dire c'est pass maintenant, c'est égal, allez on va dire slash temp parce qu'on a toujours les droits d'écrire dedans. Et ensuite je réécris pass. Donc là je redéfinis pass comme étant lui-même, mais avec tout au début slash temp. Donc tout ce qui sera dans slash temp va supplanter tous les programmes qui sont derrière, si jamais il en trouve un évidemment. Donc je vais dedans, je fais ça. Si je regarde ma variable pass maintenant, si j'arrive à bien écrire ma variable pass maintenant, je vois que slash temp est au début. Donc je peux aller dedans. Et là, mettons que je crée un fichier cat qui contient un code exécutable. Donc, mettons que je dise que la commande slash bin slash bash, donc qui donne un bash, je l'enregistre dans le fichier cat. Et mettons maintenant que je rende cat exécutable. Je comprenais pas pourquoi j'avais un écho, je pense que pourquoi est-ce que j'ai toujours ma commande qui se répète, je pense que j'ai raté un truc, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Enfin, j'ai raté un truc dans ce que je voulais faire, mais c'est pas important, c'est pas grave. Ok, cat est exécutable. Donc maintenant, si je fais which cat, zut, j'ai perdu les droits du serveur, enfin les accès. Alors, on va vite relancer burp suite. Ouais, c'est quoi? Attends, je refais l'upload, c'est pas important là, c'est juste le temps de refaire l'upload. Ouais, c'est bon, j'ai refait l'upload. Oui, faut que je réécoute aussi, ce serait pas mal. Ouais, c'est bon, alors je regagne le shell. Donc j'en peux tout recommencer. Donc j'avais dit shell égale slash bin slash bash sur script en quiet dans slash dev j'ai dit merci slash null. Je me connecte avec le compte du petit Robert dont j'ai plus le mot de passe, mp htb password, voilà. Hop. Et je disais où j'étais dans tmp, voilà, hop. Alors je sais plus à quoi ressemblait pass, ah ouais, du coup il était redéfini. Donc je dis pass c'est égal à slash tmp avec lui-même, voilà. Et voilà. Non, ça c'est pas ce que je veux. Alors, je me suis bien foiré, donc passe. Je recommence, ouais, c'est égal à ça. Ouais, j'ai mis $1 au début, je me suis foiré bien comme il faut. Si je fais echo passe, c'est bon. Donc, est-ce que mon fichier cat existe encore? Ouais. Donc là, si je fais which cat, là il trouve mon cat qui est dans le répertoire tmp, plus celui qui était dans slash bin slash cat. Et donc mon cat contient un code exécutable qui est l'appel d'un shell. Donc si j'appelle bug tracker, il va pas utiliser le cat du système qu'on connaît, il va utiliser mon cat à moi, qui contient un shell, enfin qui fait appel à un shell. Alors on teste. Donc là, il me demande l'identifiant. On va en mettre 1. Et il exécute bien mon cat avec les droits route. Et je gagne les droits route. Je vais donc dans le répertoire route. Là, je vois le fichier route.txt.
Donc j'ai plus qu'à appeler cat sur mon fichier route.txt. Et quoi? Et oui, on se rappelle, la variable environnement pass, le cat maintenant c'est celui qui est dans /tmp. Parce que la variable environnement pass n'a pas reprise celle de route, j'ai gardé celle de Robert là. Donc ce que je vais dire c'est on réécho pass et je dis pass c'est égal. Hop, j'ai plus qu'à reprendre ça. Et c'est bon. Et là si je fais which cat, c'est bien le bin cat d'origine qui revient. Donc je peux afficher le route.txt, gagner mon flag et j'ai gagné. Et tb, voilà. Echo tout ceci dans route.txt et voilà. Alors là, ce qui est intéressant de faire, cela dit, c'est de regarder un peu plus en profondeur ce que contient le répertoire route, parce que maintenant qu'on est route, bah peut-être qu'il y a des trucs intéressants à regarder. Alors, il y a le fameux répertoire report, on peut aller voir ce qu'il y a dedans. Hein. J'ai des fichiers 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, je vais voir à quoi ça correspond. Ce sont tous des fichiers texte. Bon, on va aller voir. Alors, 1, il contient quoi? Et je crois qu'il contient le code, le texte qu'on avait vu avant. 2, il contient quoi? Encore du texte. Donc, en fait, ouais, c'est juste un bug tracker. Il nous affiche quel genre de bug est identifié selon l'identifiant qu'on donne 1, 2, 3. On va donc retourner dans le répertoire route. Ça me laisse la main. Voilà. On avait quoi d'autre? On a un fichier... On a un fichier de config. Ou plutôt un répertoire de config. Hein. C'est un répertoire. On va dedans. On va voir ce qui s'y trouve. On a un fichier FileZilla. Alors c'est quoi? Ah, c'est pas un fichier, c'est un répertoire encore une fois. On va donc dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un fichier XML pour FileZilla. Et quand je regarde dedans, je vois donc... On a donc un user qui s'appelle FTP user avec le mot de passe associé. Donc ça aussi, je vais les enregistrer dans le fichier. On a réussi Oopsie de Hack the Box. On peut être fier de nous et donc on peut se dire à la prochaine vidéo.